Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Hérault. Le dimanche, c'est le journal du dimanche avec cette enquête. On pourrait le faire le jeudi. Oui. L'immigration hors de contrôle, on en a beaucoup parlé cette semaine puisque le ministère de l'Intérieur avait publié ces chiffres. Mais c'est vrai que là, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie revient en détail en allant plus loin que Beauvau avec notamment une carte interactive de la réalité des chiffres commune par commune. Avant de parler de ces villes avec ces chiffres, je vous propose d'écouter Nicolas Pouvreau-Monti, justement de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui nous parle de ces chiffres. On le rappelle, record historique de titres de séjour délivrés en 2025 avec 384 000 nouveaux titres accordés, soit une hausse de 11% de l'augmentation de l'immigration sur un an, un triplement de 25 ans. Écoutez, Nicolas Pouvreau-Monti. Il y a une responsabilité évidente des politiques qui est de nature, il y a une responsabilité passive. Les canaux d'immigration sur lesquels nos gouvernements ont accepté de céder complètement la main, le droit d'asile, l'immigration familiale. Et sur d'autres types d'immigration, il y a une vraie responsabilité active. C'est notamment le cas de l'immigration étudiante. L'an dernier, comme depuis 2022, l'immigration étudiante a été le principal motif d'octroi des nouveaux titres de séjour. Le nombre de ces nouveaux titres de séjour étudiants, il a augmenté de 70% en 10 ans. Et ça, c'est évidemment une volonté gouvernementale parce qu'on a encore la main sur l'immigration étudiante. C'est ce qu'on appelle la stratégie Bienvenue en France qui vise à avoir absolument 500 000 étudiants étrangers sur le sol français l'année prochaine, en 2027. Et donc on fait du nombre sans se soucier du niveau des étudiants. On sait que 2/3 des étudiants étrangers en mobilité en France ne valident pas leur licence en 3 ans. Sans se soucier du niveau de dépendance sociale de ces étudiants. On a 1/3 des logements Crous qui sont occupés par des étudiants étrangers. Et sans se préoccuper non plus de l'évident effet d'opportunisme migratoire dont se saisissent certaines nationalités en utilisant ce canal étudiant. Jules Torres, je trouvais ça important d'y revenir sur ces chiffres, d'aller dans le détail, parce qu'on parle beaucoup de la maîtrise de l'immigration, mais enfin on connaît toujours, on connaît jamais les détails. Non. Vous savez, on connaît même jamais les chiffres quand on parle, par exemple, au ministre de l'Intérieur quand il arrive à Beauvau, Laurent Nunez, et que Sonia Mabrouk lui demande combien il y a de clandestins en France. Il vous dit, je sais pas trop, c'est entre 300 et 400 000, alors que son prédécesseur, quelques semaines avant lui, disait qu'il y en avait entre 800 000 et 1 million. Donc vous savez, les chiffres en France, c'est un peu compliqué. Alors on peut faire confiance aux statistiques du ministère de l'Intérieur, évidemment. Tous les chiffres sont en hausse. Ces chiffres sont absolument catastrophiques. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que on ne peut rien faire aujourd'hui si on n'a que l'aspect réglementaire. C'est ce que Bruno Retailleau avait quand il était au ministère de l'Intérieur. Une petite efficacité quand même. Il a réussi à baisser un peu les naturalisations. Il a réussi à baisser les régularisations. Il a réussi à augmenter un peu les expulsions, mais c'est pas assez par rapport à la submersion migratoire que la France connaît. Vous l'avez dit, 384 000 titres de séjour, un peu plus de quasiment 150 000 demandes d'asile, donc c'est 500 000 personnes qui chaque année rentrent en France. À la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça aura fait évidemment beaucoup d'immigration, sachant que de l'autre côté, il y a une machine à assimilation et une machine à intégration qui ne fonctionne plus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Français, ils sont pas aveugles, ils voient bien que tout ça ne se passe assez mal, qu'il y a des conséquences, qu'elles soient économiques, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient éducationnelles, parce qu'on voit aussi, par exemple, je prends un seul exemple souvent, c'est l'exemple de Mayotte. À Mayotte, dans le lycée et le collège du Nord, vous savez qu'il y a un étudiant sur 2 qui ne parle pas français parce qu'il est étranger. Donc ça crée des situations qui sont extrêmement complexes et que malheureusement, le politique ne veut pas juguler. Oui, parce qu'il faut préciser aussi que l'immigration, elle est évidemment extra-européenne, avec Algérie, Maroc, Tunisie, et puis maintenant Afghanistan, puisqu'il s'agit du droit d'asile. Et Victor Hérault. Là, ce que vous faites, Stéphanie, c'est ce qu'on n'a pas fait pendant des décennies. Lorsque vous faites face à un phénomène, chacun vous dira que pour analyser, vous faites une analyse qualitative, une analyse quantitative. Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Et en quelle mesure est-ce que leur culture est plus ou moins éloignée de la nôtre? C'est-à-dire à comprendre dans quelle mesure est-ce qu'il va falloir faire plus ou moins d'efforts pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir se les accaparer. Ensuite, vous faites une analyse bénéfice-risque. Ça, c'est le traitement sain d'un sujet complexe. C'est le cas pour tout, on ne l'a jamais fait sur l'immigration. D'une part, on n'a jamais consulté le peuple, on n'a jamais demandé au peuple son consentement à un tel phénomène, et deuxièmement, on n'a même pas, de façon réfléchie, analysé le sujet, étudié le sujet, avec des débats contradictoires. Pourtant, ça a été plébiscité. Souvenez-vous, Philippe de Villiers avait lancé l'idée d'un référendum. Il y avait eu 2 millions de Français qui avaient dit oui, mais enfin, Emmanuel Macron qui nous avait promis quand même des référendums, toujours rien. Et je vais même vous dire, même si l'initiative était bonne,
le référendum qu'appelait Philippe de Villiers arrive bien en deçà du moment où il fallait le faire. C'est-à-dire que là, on arrive au bout de 50 ans de phénomènes migratoires massifs qu'on n'a jamais étudiés, qu'on n'a jamais pesés, et on va dire, bon, bah, là, on va finir par vous demander votre consentement. On vous répondra que Mieux vaut tard que c'est jamais. pas l'objet du référendum, que ce sont des questions sociales. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais si vous voulez, on n'imagine pas le général de Gaulle se dire, tiens, bah non, je peux pas faire le référendum parce que ma constitution me l'empêche. Non, bah, le général de Gaulle, il s'assoyait dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas le général de Gaulle faire aujourd'hui, mais ça, je suis d'accord. Mais le général de Gaulle aurait dit, écoutez, si les Français le veulent, il faut le faire, c'est la priorité du peuple par-dessus un texte constitutionnel, je m'assois sur la Constitution et comment dire, soit je la change, soit je m'assois dessus en disant, la volonté populaire passe avant, et l'intérêt populaire et l'intérêt du pays passe avant le texte constitutionnel qui, n'oublions pas, est au service du peuple et non pas son gardien. Mais l'idéologie dans ce pays passe avant ce genre de considération. Mais, alors, le journal du dimanche, mon cher Jules Torres, va dans le détail. Bon journal, il faut le dire. Commune par commune, la carte de France qui dévoile le phénomène. Alors, vous avez des villes, effectivement, les chiffres cognent. Mulhouse, par exemple, je viens de là-bas, alors je le regarde, mais 26,4% d'immigrés dans la population, dont 56,2% d'immigrés turcs sans emploi, ça il faut le préciser, 42% de logements sociaux habités par des immigrés. Non mais en fait c'est ça, il faut battre quand même une idée qui est souvent donnée dans le débat public. Le problème c'est pas l'immigration. C'est l'immigration que nous avons aujourd'hui dans notre pays. C'est quelle immigration? C'est fille d'immigrés. Non, mais bien sûr, c'était pas pour vous accabler, chère Stéphanie. Vous imaginez bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une immigration, et ça, l'Observatoire de l'immigration fait quand même un travail absolument d'intérêt public. C'est-à-dire qu'il nous, justement, il donne les chiffres que le ministère de l'Intérieur ne donne pas. Et quand vous regardez les chiffres qu'il donne, c'est les chiffres qui sont implacables, qui nous disent que nous accueillons en France l'immigration qui est la moins diplômée, qui est la moins cultivée, ça c'est dans tous les pays de l'OCDE. Nous accueillons l'immigration qui est la plus inactive d'Europe. Il y a 1,2 million d'étrangers en France qui sont inactifs. C'est évidemment beaucoup trop. Vous avez un taux d'emploi qui est évidemment extrêmement bas. Ça a des conséquences, je le disais tout à l'heure, sur donc l'aspect économique. Ça, je veux bien que les arguments, par exemple, des organisations patronales comme le MEDEF, vous disent que nous avons absolument besoin d'immigration. Oui, on n'a pas besoin d'immigration quand il y a 8 millions de chômeurs. C'est pas la première immigration économique, justement. Oui, bien sûr. Les droits d'asile, les étudiants, c'est contre-productif. C'est pour cela que, non seulement c'est contre-productif, mais c'est un mensonge. C'est-à-dire que les personnes qui vous disent, et un petit peu comme en Espagne, parce que là vous avez vu que l'Espagne, par exemple, voulait régulariser un demi-million de personnes au nom des métiers en tension, au nom de tout cela. Bon, l'Espagne est à quasiment 10% de chômage, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient besoin d'une main d'œuvre. Et en France, si je ne me trompe pas, les titres de séjour pour motif travail, c'est 13%. Donc ça fait évidemment l'immigration aujourd'hui accorde la part belle non seulement à l'asile, mais surtout aux étudiants et à l'aide humanitaire. Et évidemment qu'il faut changer tout cela. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a 580 millions de personnes dans le monde, donc sur 7 ou 8 milliards, qui sont éligibles au droit d'asile en France? Évidemment, ça pose un problème. La Cour nationale du droit d'asile vous le dit il y a quelques mois, toutes les personnes palestiniennes, toutes les femmes palestiniennes par exemple, elles peuvent venir en France, elles doivent obtenir l'asile. Est-ce que c'est aux juges et aux magistrats français de décider de notre politique migratoire? Je ne le crois pas. Et le problème, et on le disait avec Victor tout à l'heure quand il effleurait le sujet du Conseil constitutionnel, c'est qu'aujourd'hui, on a délégué notre souveraineté à la fois à l'Union européenne et à Bruxelles avec, par exemple, l'espace Schengen, qui nous permet non seulement de ne pas contrôler notre immigration légale, mais surtout de ne pas contrôler l'immigration illégale. Et ensuite, vous avez en France un Conseil d'État, une Cour des comptes, un Conseil constitutionnel, les tribunaux administratifs qui vous empêchent d'avoir une politique migratoire extrêmement claire. Donc, tant qu'on n'aura pas brandi ce sujet-là extrêmement clair et que ce ne soit pas un sujet qui est débattu à la prochaine élection présidentielle, on n'y arrivera pas. Alors parmi les villes aussi... mais par contre pour Mulhouse. Non. J'aime beaucoup la ville de Mulhouse, évidemment. La ville de Roubaix également, 22% d'immigrés dans la population. Alors la ville de Roubaix, qui va être un vrai laboratoire pour la France insoumise, en vue de la présidentielle, c'est quand même David Guiraud qui est favori. C'est un bon maire, il fera un super maire à Roubaix. Alors, vous aurez un maire qui a des passions antisémites. À la France insoumise, c'est quand même... Non mais parce que vous savez quand même que M. Guiraud parle de dragons célestes, en parlant des Juifs. Ça faut expliquer. Les dragons célestes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une référence qui est plus antisémite. Vous savez, la justice est bien capable de relaxer M. Guiraud quand il traite Meir Habib, député, anciennement député d'Israël, juif, de porc,
qui est sans doute aussi l'insulte la plus antisémite au monde. Donc bon, j'ai envie de vous dire, ils font ce qu'ils veulent, et donc si M. Guiraud est élu, j'ai envie de vous dire, c'est la démocratie, mais ça dit beaucoup de l'État français. Victor Hérault. Pour expliquer aux auditeurs ce que sont que les dragons célestes, c'est une référence dans le manga qui s'appelle One Piece, extrêmement lu, peut-être le plus connu. Dedans, il y a des personnages qui sont des dragons qui représentent une élite qui dirigerait secrètement le monde. Donc comparer les juifs aux dragons célestes, mais on voit tout de suite l'allusion antisémite. Maintenant, sur ce débat migratoire, encore une fois, je vous le dis, on n'a pas pris la pleine mesure de ce sujet-là, alors qu'au fond, c'est assez simple. Il est tout à fait simple de dire, en termes de qualité, par exemple, quand je dis qualité, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal, c'est d'où viennent-ils, quelle est la culture. Dire importer un Polonais ou un Italien, c'est pas la même chose qu'importer un Syrien. C'est à la fois bête et méchant, et en même temps, c'est comme ça qu'on avance dans la question. Et puis dire importer un Syrien, c'est pas la même chose qu'importer 1000 Syriens, c'est aussi intéressant à apporter dans le débat. Le problème, c'est qu'on a, avec une pudeur de gazelle folle, et aussi par une instrumentalisation du sujet par la gauche qui a dit que traiter ce sujet-là était immédiatement synonyme de racisme et preuve de racisme. Il n'y a aucun racisme. Il y a des gens qui sont racistes dans ce pays, peut-être, certainement, il y en a plein. Mais je veux dire, on peut aborder ce sujet-là sans avoir quelconque arrière-pensée raciste, et au contraire se dire, vous disiez tout à l'heure, laboratoire. Justement, ne jouons pas les apprentis sorciers. Ce sont des sujets, ça va être le sujet du siècle avec l'écologie. Ce seront les deux enjeux du siècle. C'est difficile parce que de parler de ces sujets-là, effectivement, vous avez toujours des gens il faut dépassionner ce débat. Il ne faut pas que les poils se hérissent. On entendra d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure qui parle justement de cette islamophobie de la droite, selon lui. Mais je voulais quand même terminer et m'arrêter sur Roubaix, parce que vous avez vu, c'est cocasse quand même, parce que David Guiraud, il ne compte pas désarmer la police ni la vidéosurveillance, puisqu'il a aussi le problème de l'insécurité à Roubaix. Mais vous savez qu'il y a... on est face à ces contradictions parfois dans la vie. Bien sûr, il y a beaucoup de policiers nationaux d'ailleurs qui s'inquiètent du fait qu'on mette beaucoup plus de sécurité dans certaines villes, qu'on arme davantage nos policiers municipaux, qu'on mette plus de caméras de surveillance, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui craignent qu'un jour, les ennemis de la police, les ennemis de la sécurité des Français, en l'occurrence, là on parle des élus de la France insoumise, arrivent au pouvoir. De la même manière, si un jour vous avez par exemple au hasard, un maire islamiste, un maire qui a des passions islamistes. Qu'est-ce qu'on fait ? La police municipale est bien obligée de lui écouter. C'est lui qui a la doctrine sur les caméras de surveillance. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et là, en l'occurrence, Roubaix, c'est pas une petite ville. C'est une ville qui a été mal dirigée par la droite depuis des années. C'est la 3e ville des Hauts-de-France. Ce serait la ville la plus forte en habitants que la France insoumise pourrait diriger, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont que 3 villes. Et encore, c'est des villes de moins de 5000 habitants. Donc ce serait quelque chose d'extrêmement fort pour la France insoumise. Et ils en feraient une vitrine pour la prochaine élection présidentielle. Il n'aurait qu'un an, certes, pour faire cette vitrine, mais ça pourrait amener des choses qui seraient un petit peu étonnantes.